Maintenant, si on va un peu plus loin que l'écran, on va dans l'écran, les dangers d'Internet en général. Alors, avant d'aller dans certains sujets plus précis, est-ce que de manière générale, il y a des choses, des écueils auxquels il faut être attentif, des dangers communs qui se trouvent, sur Internet et justement s'il y a du matériel pédagogique qui est à disposition pour parler de ces risques-là. En termes de danger, je pense qu'on les connaît plus ou moins tous, hein. C'est le fait d'être face à des contenus qui peuvent être inappropriés, que ce soit des contenus violents, que ce soit des contenus à caractère pornographique. Ça peut être le fait en lien avec la mauvaise rencontre, le fait d'être sollicité soit par une personne qui a des mauvaises intentions, ou soit par une personne en lien avec notre mission de l'époque, une personne dite pédophile. Ça peut être le fait qu'on partage des images sans notre autorisation sur les réseaux sociaux. Alors, on va pas faire l'étalage des risques, c'est de se dire qu'effectivement, comme dans toute pratique, il y a des risques. Et c'est important, je pense, que quand on décide en lien avec les réseaux sociaux, de se dire, bah, mon enfant, je l'autorise à avoir un compte sur les réseaux sociaux. Dans notre posture en tant que parent, c'est de se dire, il faut que je puisse me dire, je suis un interlocuteur potentiel. C'est-à-dire que si jamais il t'arrive ces dangers-là, si jamais tu as un souci, si jamais tu tombes sur un contenu qui est pas adéquat, si jamais tu tombes sur un contenu qui est violent, sache que moi, je serai toujours là pour en parler. Parce que c'est ça le plus important, c'est finalement que l'enfant, ou même le jeune, hein, il puisse se dire, si jamais j'ai un souci, que je puisse venir en parler. Nous, on va souvent avec Carole dans les classes et quand on parle des contenus violents ou des contenus choquants ou des choses qui les ont questionnés, parfois les jeunes et les enfants n'osent pas en parler parce ils ont peur soit de la réaction des parents, soit de se faire confisquer son téléphone. Et quand vous avez un outil qui vous permet d'être en lien avec vos camarades, avec vos amis, ben, le choix il est vite fait, hein. Est-ce que je prends le risque d'être privé de mon téléphone ou est-ce que je prends le risque de peut-être garder ça dans ma tête et puis qu'après que j'y repense et puis que peut-être que je fasse des cauchemars ou que ça m'empêche de bien travailler? Eh ben, la décision, elle sera faite. Donc, c'est de se dire vraiment en tant qu'adulte, aujourd'hui, les risques qui sont présents, ça va arriver. Donc, c'est de se dire, il faut que je puisse effectivement en parler avec mon enfant, que je sois vraiment une oreille finalement attentive. Et puis, en tant que parent, bah, c'est de dire, écoute, moi, je t'autorise à aller sur ces outils. Voilà ce qui m'inquiète. Voilà ce qui me fait peur. De faire part aussi de ces inquiétudes. Je pense que c'est totalement légitime pour que l'enfant aussi il puisse prendre conscience que ben, on lui laisse utiliser un outil, mais qu'il y a aussi effectivement que des choses qui nous inquiètent et qui doit aussi bah, pouvoir nous montrer au début que bah, moi je viens t'en parler, ah, j'ai reçu une insulte sur WhatsApp, tu as vu ce qui s'est passé dans le groupe, qui communique aussi là-dessus. Je veux dire, il y a aussi des prérequis finalement de se dire, bah, je vais pas tout de suite laisser mon enfant la première fois qu'il a un compte sur les réseaux sociaux, le laisser tout faire. C'est que peut-être au début, bah, je vais peut-être regarder avec lui les conversations qu'il a ou les contenus qu'il voit pour pouvoir en discuter. Et effectivement, peu à peu, bah, qui grandit, on lui laisse de l'autonomie. Ça, c'est aussi comme ça qu'ils grandissent les jeunes et les adolescents. Mais voilà, je pense que c'est vraiment de garder le lien pour pouvoir communiquer si jamais il devait y arriver quelque chose de négatif. Et puis pour répondre en lien avec le matériel, bah, vous avez sur notre parcours numérique hein, du matériel à destination des parents. Vous avez par exemple le guide parent, qui est une BD toute simple à regarder avec différentes thématiques qui sont abordées. Donc on peut facilement regarder avec son enfant. Pour les plus jeunes, vous avez aussi des ouvrages BD. Vous avez aussi un autre ouvrage pour parler du temps qu'on passe devant les écrans qui s'appelle Écran mon amour, qui est l'histoire d'une famille hyper connectée. Donc ça, c'est tous des outils où c'est qu'on parle de ce qui se passe dans les écrans ou de notre utilisation des écrans sans utiliser d'écran. Donc ça, D'accord. n'hésitez pas à inviter hein, vos collaborateurs. Allez vraiment sur le site, c'est du matériel qu'ils peuvent facilement commander. Ils peuvent même commander un package selon l'âge, je sais que c'est envoyé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est vraiment, c'est un coût symbolique, hein, c'est 1 franc ou 10 centimes la BD, donc c'est juste pour pas qu'il y ait cette notion de gratuité. Mais c'est tous des outils qu'ils peuvent utiliser. En fait, notre message absolument essentiel par rapport à cette question des écrans, c'est de dire faites de ces écrans un objet de relation plutôt qu'un écran à la relation. Donc, parlez avec vos enfants de vos inquiétudes, de vos craintes par rapport à ce qu'ils pourraient voir derrière un écran. C'est ce qui va leur permettre de se dire, mes parents, les adultes qui m'entourent sont des ressources avec qui je peux en discuter si je rencontre
à un moment ou à un autre un problème. Les enfants, les enfants de vos collègues, de vos collaborateurs et collaboratrices, ils vont être exposés à des contenus à caractère pornographique. Et quand je dis qu'ils vont être exposés à ce type de contenu, c'est pas que tous les enfants vont aller chercher des photos de contenu pornographique. Mais par rapport à la manière dont les réseaux sociaux, les messageries, les plateformes fonctionnent, pour des questions d'algorithme, pour des questions d'abonnement à certains camarades, à certaines personnes, des contenus vont leur être suggérés indépendamment de leurs souhaits. Et le pas de côté qu'on doit faire en tant que parent, c'est pas parce que mon enfant a vu quelque chose qu'il a souhaité le voir, c'est qu'en fait, Internet va lui présenter absolument la totalité de ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait lui être présenté. Et des prédateurs, il y en a sur Internet. Ça a vraiment un nom spécifique qui va être le grooming. Et c'est vraiment quelque chose qui a tendance actuellement à être un peu oublié par les parents, de penser qu'il pourrait y avoir des adultes qui pourraient s'intéresser à savoir comment mon enfant dort. Est-ce qu'il dort habillé ou pas? Est-ce qu'il a des premiers signes de puberté? Et ça, c'est déjà pour les enfants des intrusions dans leur espace psychique. Et ça veut dire le risque d'avoir un développement au niveau de leur imaginaire et de leur sexualité qui sera impacté parce qu'en fait, il y a des adultes qui seront venus de manière intrusive dans leur développement. Et en fait, ces enfants, ils n'ont pas forcément fait de recherche dans le but d'aller chercher quelque chose qui pourrait leur faire peur ou d'aller chercher quelque chose qui pourrait les choquer. Et vu qu'un enfant exposé, c'est pas un enfant informé, pour être informé, ils ont besoin de leurs parents qui viennent leur parler de leurs inquiétudes, de ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux. Et comme ça va permettre aux enfants de pouvoir mettre des mots, rassurer leurs parents par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils font. Et plus un enfant pourra se raconter par rapport à ses expériences en ligne, plus il sera calme par rapport aussi à ses émotions, parce qu'il va devoir apprendre à mettre des mots sur ce qu'il vit. De la même manière, quand on lui demande qu'est-ce que tu as mangé à midi à la cantine, comment c'était le week-end chez papy et mamie, et qu'on leur demande de se raconter, ça leur permet de mettre en mots des expériences. Et on doit le faire aujourd'hui en tant que parents par rapport aux expériences et aux pratiques numériques de nos enfants. C'est vrai qu'on pense à ça de manière physique. On le fait, on essaie de protéger les enfants dans le monde réel. Et on a tout, enfin, en tout cas, dans notre époque, je pense que c'était vraiment les prédateurs physiques qui étaient nos parents. Et maintenant, il faut penser qu'il y a exactement les mêmes pratiques physiques, mais en ligne. Ce qui se passe en ligne a un impact sur la vie réelle. On a peut-être un peu tendance à l'oublier. Exact. Mais voilà, si on se doit en tant que parent de prévenir des prédateurs, je sais pas, dans un parc, dans la rue, quand on laisse les enfants rentrer du sport, peut-être un peu tard le soir, on fait très attention à toutes ces choses-là. Il faut avoir la même attention sur les activités connectées en ligne. Exactement. Et je pense que si vous avez aussi des collaborateurs qui ont des jeunes enfants, c'est important de dire cet accompagnement, même si c'est via des plateformes comme YouTube Kids, où c'est qu'on se dit, ah, c'est fait pour les enfants, c'est génial, il n'y aura que du contenu pour les petits. Ça reste informatique, donc il y a toujours des vidéos qui pourront peut-être passer, qui seront pas adaptées, et puis que finalement notre enfant, ben, il est face à ce contenu. Donc c'est toujours te dire de cet accompagnement, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu as vu, et puis si jamais on peut en parler, c'est super important. Puis de se dire, ah ben c'est un contenu qu'on m'a dit qui était totalement adapté, il n'y a pas de risque. Le risque, il est quand même toujours présent. C'est exactement un concept qu'on applique en fait dans notre entreprise. Quand on parle, rien à voir avec les enfants, mais de phishing. Oui, on a des outils extrêmement performants pour filtrer nos emails. Oui, on a des alertes à tout bout de champ qui permettent de protéger de manière technologique nos données et nos employés. Mais finalement, rien pour l'instant ne remplacera l'interprétation humaine. Et si un jour toutes ces barrières tombent parce que notre outil ne marche plus, il reste l'humain derrière. Donc c'est effectivement qui reste le meilleur des filtres. Qui reste le meilleur des filtres. Donc ça va exactement avec ce qu'on fait, avec le travail qu'on fait sur les adultes aussi, c'est être accompagné, être là et apprendre à discerner
ce qui est bien, ce qui est mal, pourquoi il y a ça et pourquoi on a vu tel contenu. C'est finalement le plus important, plutôt qu'essayer de tout bloquer et de se fier à la technologie. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites parce que nous, on va faire beaucoup d'analogies avec les parents parce que vu que les écrans font souvent écran à la relation et qu'on pense à comment est-ce que je pourrais régler techniquement, comme si ce réglage technique allait mettre un bouclier, une armure absolument inviolable pour nos enfants, eh bien, c'est de se dire, vous les parents, comment est-ce que vous avez fait des choix, par exemple, pour permettre à votre enfant de regarder ce film qui était pour un peu plus grand que son âge? Sur quoi vous vous êtes appuyé pour prendre cette décision? L'exemple parfait, c'est les Disney ou les Harry Potter. On est dans des univers d'enfants et si on dit à des parents, mais comment vous avez décidé que vos enfants qui ont moins de 7 ans pouvaient regarder La Reine des Neiges? C'est intéressant d'aller voir sur quels critères, qu'est-ce qu'on a mobilisé et de se dire c'est la même chose pour les écrans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je suis OK que mon enfant puisse aller sur YouTube? Comment est-ce que je m'explique cette décision en tant que parent? C'est pas parce que c'est derrière un écran que je dois faire l'économie de réfléchir à qu'est-ce que je mobilise pour dire oui ou non et fixer des limites. Ça va dépendre de valeurs. Par exemple, qu'est-ce qui fait que dans une famille, on achète ou pas des armes factices aux enfants? Là, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que dans certaines familles, on équipe son enfant d'un dernier smartphone avec abonnement tout intégré à partir de l'âge de 10 ans? Ou pas? Comment est-ce qu'on a décidé? Et ça, on doit aller le penser. Et j'imagine il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vous, ce que vous poussez, c'est vraiment d'y réfléchir et de discuter et de faire ces choix de manière intègre, j'imagine, et partager avec l'enfant. Alors, il y a quand même des principes, si le moins d'écran, plus de, si on a envie que ces écrans ne volent pas du temps à nos enfants afin de se développer harmonieusement, il faut penser l'équilibre dans les activités. À quel moment, ça pose les questions d'équipement précoce des enfants sous couvert de sécurité. Il peut m'appeler s'il a un problème, elle peut m'appeler si elle a un problème. Dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait du réseau, il faudrait que l'enfant ait le réflexe de pouvoir appeler. Qu'il ne l'ait pas utilisé toute la journée puis qu'il n'y ait plus de batterie finalement pour pouvoir l'utiliser. Que le danger réel ou fantasmé en face laisse la possibilité à l'écran de sortir de la poche pour pouvoir permettre d'appeler le parent. Ça pose pour moi d'autres questions sur comment en tant que parent on est prêt à laisser des espaces de liberté et d'autonomie à nos enfants par rapport à toutes ces questions. C'était une des questions qui était soulevée de contrôles parentaux, de géolocalisation. Exact.